faut rapprocher comme ça. C'est pas clair. Essaye d'avoir que ce soit clair. Oui, oui, je comprends. Bon, voilà, si tu veux montrer... Oui, les Urinovski, donc. Oui, Ma mère, oui, sa sœur aînée, Alte Kubovitsky, oui. la deuxième sœur, Sarah Edlin, de Klodova, tante Rana, oncle Joe. Et quand tu dis de Clodova, ça veut dire qu'elle est Quand allée quoi? vivre... Quand tu dis que de Clodova, ça veut dire qu'elle est allée vivre là-bas. Et c'est-à-dire que, oui, c'est là-bas qu'elle a vécu, c'est de là que nous la connaissions. En principe, ils sont tous nés à Slonim. C'est ça, Mais nous connaissions tante Sarah de Klodova. d'accord. Bon, alors, ici, c'est Cholek. C'est Cholek, mais du diable, si je sais avec qui, je suppose Oui. que c'est sa fille, non? Oui, c'est ça. Non, il a l'air déjà d'un certain âge, alors je sais pas si... Sa petite fille, ou une petite enfant. Peut-être, oui, ça doit être sa petite fille, oui, sa petite fille aînée. Alors ici, Ça, c'est Cholek avec mon non, père. non, non, c'est Élie. C'est Cholek avec mon père. Ici, Eh oui, c'est pas Élie? mais non. Élie avec un chapeau. Incroyable. C'est Cholek, mais C'est il faut... Cholek, il ressemble beaucoup à Élie, oui. Extraordinaire. Hein, c'est vrai, hein? Mais oui, Alors, ici, c'est mon père avec Abelef. oui. Qui était donc, Abelé, c'était son meilleur ami, ça? C'était un ami à lui qui était également, qui rêvait d'être chazan. Il était un peu chazan, mais enfin, pas dans le premier choix. Oui. Et alors, il avait deux fils, tu Il m'as dit? avait deux fils qui étaient gantiers, Oui. qui étaient des copains à moi. Alors, ça, c'est encore aussi. Alors, ça doit être pareil, avec Encore, sa oui. petite fille. Oui. Alors, cette photo-là, Ah. Ça, c'est les émigrants. attends que je reprenne bien. Voilà. Alors, Cholek, Au milieu de Cholek. là-haut, Oui. oui. Paul, Oui. Maurice Oui. Et toi? et ton serviteur. Je veux bien la voir. Je serais curieux de voir comment si ça sort. Je crois que ce ne sera pas très clair. Ce ne sera pas très non, clair, hein, non, non. non, non. Mais de quelle nuance de clarté ce sera? Non, ça va être tout à fait flou d'ailleurs. Ici, c'est Ça, noir. c'est oncle Noah, Noir. et le frère de mon père. Je pense que ça doit être dans la dernière ou une des dernières années de sa vie. Toi, tu ressentais la même fierté que ton père ou... Oui, forcément. Le même sentiment? Les traditions familiales. Noah, c'est le patriarche. Et c'est lui qui a composé toute la musique? Il a composé une grande partie de la musique, oui. Euh, Et tu sais qu'il a composé Seoud, Tsiona Nesvadeg, ça. qu'on chante chaque année Oui. en Israël, Yom Ha'atzmaut. c'est lui qui a composé ça. Oui, oui. Texte et musique. Oui. Comment ça se fait que ça a traversé tout le monde pour arriver jusqu'en Israël? Eh bien, c'est colporté par ses enfants. C'est Cholek qui a présenté cette œuvre à la radio. Oui? Oui. Raconte un peu, oui. Ah, je ne sais pas au juste, mais Ah je oui. sais que ce qu'on m'a dit, Donc c'est pour lui ici, pas oui. pour lui. Donc il a représenté ça à la radio. Oui, il l'a chanté. Cholek, Oui. oui. Et alors ils l'ont adopté. Ils l'ont adopté puisque c'était en rapport avec le Yom Ha'atzmaut. Ah oui, ça c'est donc en Nord. Et ici, c'est Tante Joseph et toi, Tante Oui. Julien. C'était quand ça? C'était au début de votre rencontre? C'était peu après notre rencontre, oui. Une très belle photo. Alors, ici, c'est ma famille, Tante Sonia. Sonia. Tu crois que c'était avant la guerre, après la Oh guerre? oui, je crois, elle avait de bonnes mines là. Oui. Après c'était un désastre. Alors ici, Tante Jenny, Ça c'est c'est très flou. forcément avant-guerre. Oui. C'est déjà flou comme ça, qu'est-ce que ça donnera Oui. la reproduction? Et alors, ici c'est donc toi, Je, oui. Donc
reproduit de l'autre photo. C'est vraiment Oui. très mignon. Et ici, c'est ton beau-père. Oui, le père de Attends, Tante Joseph. voilà. Le souvenir, donc, Tu peux prendre l'enregistrement plus près, Donc, tu as le souvenir. souvenir d'une place qui me semblait très grande et à mon échelle, c'était très grand, ça devait être très très moyennement petit. Et Une fontaine. il y avait une espèce de fontaine pour puiser l'eau, il fallait faire couler l'eau en tournant une roue. Et j'étais tellement petit que je n'arrivais pas à la tourner complètement, peut-être jusqu'en haut. Et l'endroit où vous étiez était près de cette place alors? Oui, oui, oui. Tout se concentrait autour de cette place principale. Et là, tu disais aussi que la grande... La manœuvre des pompiers, Oui. alors nous avions, je pense, une dizaine de pompiers, et le capitaine était le patron du bistrot, le seul bistrot du coin, et lui, il était un personnage très pittoresque, très haut en couleur. Il avait droit à un casque en or, son adjoint un casque en argent et les troufions de simples casques. Alors la manœuvre, on alignait une fois l'an sur la place, sur la grande place, on alignait les pompiers, c'est le lieutenant qui les alignait, un casque argenté, et puis dans un silence impeccable, garde à vous, puis la porte du bistrot s'ouvrait, il y avait quelques marches à descendre, et le capitaine descendait solennellement en mettant ses gants blancs, en casque d'or. Et c'était un moment très émouvant pour toute la population, pour qui ça représentait au moins autant que quand le président de la République va sur la tombe du soldat inconnu. Et tu racontais aussi pour avec les lanternes qu'on venait réveiller les gens. Les quoi? Les lanternes, avec les lanternes, on venait réveiller les gens. Ah, le slirot. Alors le slirot, c'est 8 jours avant Rosh Hashanah. Il y a la première nuit, on fait ça tous les jours, mais pendant 8 jours, mais à l'aube, en général maintenant, mais dans le temps, ça se faisait la nuit, surtout la première nuit, 8 jours avant, donc la première nuit de slirot. Au milieu de la nuit, le bedeau, le shamash, allait de porte en porte, il frappait, slirus, slirus, et tout le monde sortait un à un avec des lanternes, et dans cette obscurité de la nuit, très souvent il y avait déjà de la neige, et c'est très impressionnant. J'ai pleuré pendant plusieurs années pour qu'on m'amène, mais j'étais trop petit, et puis la dernière année, il semble qu'une seule fois, on m'a réveillé au milieu de la nuit, et à moitié endormi, heureux d'enfin participer à cette manifestation des grands. J'ai été assisté dans la synagogue au milieu de la nuit, ça devait être, je suppose, vers minuit, 1 heure du matin, au slirot. Et la synagogue était illuminée avec des bougies, par terre de la paille, parce qu'on n'a pas le droit d'être chaussé, tout le monde se déchaussait donc. Même pour les slirot déjà? Même pour les slirot, ça faisait déjà partie de la préparation des Yamim Noraim. Et là, on allait prier. On allait prier, et les prières que l'on récite cette nuit-là a un très grand rapport, c'est presque la reproduction des offices de Yom Kippour. Donc, et c'est une avec les Al-Khet et tout le bazar. C'est seulement une nuit. Une nuit, mais en principe on doit faire ça toutes les nuits pendant 8 jours. Mais je crois que pour la vie économique, pour les possibilités, on faisait ça très tôt le matin, par la suite, après cette première nuit. Mais cette première nuit était vraiment un office nocturne. Et c'est extrêmement impressionnant. Ça a été décrit par Singh à plusieurs reprises. Les slirot, l'hiver, la nuit, c'est extraordinaire. Dans l'obscurité totale, tout le village qui dormait, sauf les Juifs. Comment vous étiez habillés?
chaudement, Oui. forcément. Oui. Le genre de vêtements, j'ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que pour le voyage pour la Belgique, on m'avait acheté des vêtements neufs et je me souviens que j'avais des chaussures qui montaient, comme toujours, à lacets. Et puis on m'avait acheté des gants en laine. Ça aussi, c'était un événement. Et puis une chapka qui passait sur l'oreille, qui tenait les oreilles au chaud. Pour le reste, je ne pourrais pas décrire. Et donc tu disais que, pour en revenir aux fêtes, on parlait aussi de Havdalah. Et tu disais que Oui. le samedi, donc on faisait ça chez vous. Ouais, tu veux voir Ok. Là, tu peux faire, mais il y en a encore. Ça sent encore. Ah oui, oui. Non, non, comme déjà tu l'as bien fumé peu. Oui, tu nous montres là. Alors voilà, pour mettre les épices, Oui. les psamim. Ça, c'est la bougie tressée. Oui, c'est à quoi? Eh bien, c'est à la lueur de cette bougie que l'on fait la Havdalah. Et on trouve cette bougie tressée dans Et la la coupe de vin, évidemment. Ah oui. Et que signifie la bougie tressée, donc? C'est quoi Je pense que c'est une tradition. Une tradition. Oui. Alors, cet objet-ci, tu crois qu'il vient plutôt d'ici, mais il n'y a pas de tes parents, cet objet-là, c'est pas ça? Je ne crois pas, j'ai dû acheter ça, moi. Oui. Je pense que tu as le souvenir d'un œuf, c'est ça? Un œuf. Eux avaient une sorte d'œuf qu'on dévissait, un œuf avec des petits trous dedans, Oui. et très ouvragé, ça doit se trouver dans la famille. Oui. Et on dévissait donc l'œuf en deux, et alors on mettait les épices dedans, on refermait, Oui. et ça embaumait. Oui. Ah, oui. Voilà. Oui. Alors donc, tu parlais aussi de la cérémonie d'expiation sur les poules. Tu disais que à Savicine, est-ce que tu te rappelles de ça? De quoi? Lorsqu'on envoyait des péchés des péchés. Oui, au Tachlir, c'est ça que tu veux dire. À Rosh Hashanah, Oui. on va sur le... Oui, il y avait donc un cours d'eau, une sorte de lac, je pense, où on allait, comme on va partout dans le monde, après l'office de Rosh Hashanah, Oui. le premier jour. Et vous faisiez ça? Shliro, Shliro, j'ai dit Shliro, c'est autre chose. Tachlir, c'est-à-dire on jette tous les péchés dans l'eau en disant des prières. Et vous faisiez ça? Oui. Si tu venais à Paris à ce moment-là, tu sais, il y a un canal ici. Non. Ici, au bout de la rue des Récollets, il y a un canal. Oui. Alors, tout le long du canal, tu aurais vu les Juifs en train de prier. Très pittoresque. Et ça se fait sûrement à Bruxelles. Mon père allait, je ne me souviens plus où. Il y avait la Seine quelque part, mais je ne sais pas où. Et à Savicine? À Savicine, il y avait Un cours d'eau aussi? un cours d'eau, une nappe d'eau, Oui. où on allait d'ailleurs pêcher aussi des poissons. Oui, attends, je pas les robots là. Et on parlait tout à l'heure aussi de faire tourner les poules là. Oui, donc ça c'est les caparottes. Ça, à quel moment? Ça se fait avant Yom Kippour, Oui. avant la veille du Kol Nidre. Oui. On achète une volaille pour chaque membre de la famille et on fait une cérémonie Zé Kapara, c'est ceci et moi, ma victime, enfin Kapara, je ne sais pas en français comment on traduit ça. Bouc émissaire. Oui, enfin, ce sont on peut dire bouc émissaire parce que ça évoque aussi le bélier qu'Abraham a égorgé à la place d'Isaac. Et donc on transmet tous les péchés à ce poulet, à ce coq, selon qu'on est un homme ou une femme. Ah, pour les femmes, c'est un poulet? Pour la femme, une poule, et pour les hommes, des coqs. Oui. Et puis on les abat, on les sacrifie et on les mange. Et je disais que le souvenir était en Pologne, c'est que c'était
quelque chose que tu aimais bien, parce que tout le monde avait à manger. Ah oui, ça c'était évidemment une occasion, une des rares occasions où on était sûr de bien manger, étant donné qu'on sacrifiait un poulet pour chacun d'entre nous. Ouais. Il y avait tant et plus. Ça c'était une obligation, et comme c'est une merveilleuse obligation religieuse qui arrangeait les enfants qui n'avaient pas souvent l'occasion d'être à la fête. Il y avait ça, et puis il y avait Sukkot où on recevait des belles portions parce qu'il s'agissait de montrer aux autres citoyens de la Soukha que chez le Chazan on mangeait bien. C'était la prospérité. Et pour Pessah? Pessah, ah oui, là. Tu te rappelles à Stavichin encore? Me souvenir d'un Seder à Stavichin, je ne crois pas que je puisse garder un... Non, je ne vois pas l'image, je suis pourtant un visuel, je ne vois pas l'image à Stavichin de la tablée du Seder. L'image vient à partir de Bruxelles. Bon, alors on passe on arrive au départ, hein, vers Bruxelles. Départ de Bruxelles. Oui, donc on est parti, tu as raconté hier que j'étais décrit les adieux de mes sœurs avec ses copines. Et puis le lendemain, donc on est parti pour Kalisz. Tu as dit que c'était en quelle année? En 23. En décembre 23. En décembre 23. Donc c'est froid, c'est l'hiver. Ah oui. Pour ça, je te dis, on m'a acheté une chapka avec sur les oreilles, puis des gants de laine, c'est extraordinaire. Et on est parti pour Kalisz, puisque c'est là-bas que se trouvait la gare. Et on a passé la soirée chez Noah, chez oncle Noah. Et moi, on m'a mis couché pour dormir, et puis on m'a réveillé juste pour partir. Et dans le brouhaha, et moi, à moitié ensommeillé, j'ai des souvenirs très vagues, que tout le monde criait, tout le monde pleurait, on s'embrassait. Et on nous a embarqués dans une droshka, c'est-à-dire un fiacre. Et comme il était trop petit pour tout le monde, il y en a qui couraient derrière. Et quelle était la raison pour laquelle vous partiez? C'était quoi Eh bien, on ne peut pas dire qu'on était heureux en Pologne. On partait pour mieux. Oncle Elias était venu s'installer, il nous faisait venir donc pour une vie meilleure. Donc, une vie civilisée. Pour des raisons économiques, essentiellement. Oui. Économique, et de bien-être, de confort. Et tes parents se sont facilement été convaincus? Oui, je suis sûr que... Évidemment, il y a toujours cette angoisse, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Mais enfin, on allait vers un pays civilisé. Et quand il y a la Pologne est un pays extrêmement arriéré. Et par exemple, en Pologne, tu as souffert de l'antisémitisme, ou tes parents? De l'antisémitisme, certainement. Par exemple? Je sais par exemple, à certains jours de l'année, je ne sais pas ce que c'est, je crois que c'est on appelait ça le jeudi vert, je ne sais pas ce que c'est, ou peut-être le vendredi, ça doit être vers l'époque de Pâques. Ils appelaient ça dingus, ils arrosaient, ils avaient des trucs, ils arrosaient tous les gosses juifs qui passaient, ils couraient derrière. Moi, naturellement, j'étais petit, j'étais fragile, j'étais peureux, ça m'impressionnait davantage que les autres probablement. Je garde de ça une image d'un être terrorisé. Pourquoi la peur, une peur instinctive. D'autres enfants ou des adultes? Non, des enfants, d'où c'était les enfants qui couraient derrière. Mais j'ai souvenance d'une scène, mais je ne sais pas si c'est dû à l'armée allemande ou si c'était les Polonais. Je sais qu'on clouait les portes et les fenêtres, on s'enfermait à tel moment de la vie, je ne sais plus ce que c'était à quelle occasion, et on s'enfermait, on regardait à travers la jointure des planches pour voir ce qui se passait dehors, on était en danger. Et puis il y a eu irruption de troupes ou d'hommes de milices, je ne sais pas. Et on essayait, mes parents essayaient, nous on se cachait sous la table, dans les jupes de maman, et eux essayaient d'expliquer, mais je ne pourrais pas te dire quoi, je sais qu'on était terrorisés. Et il y a eu des gens qui sont morts. Et probablement que c'était une sorte de mini-pogrom. Mais il n'y a pas eu chez nous de victimes, mais la terreur.
Il y a eu à cette époque-là le procès de Baylis. C'est toujours les mêmes procès d'utilisation du sang des enfants pour faire des matzot. Il y a un mélange de tout ça dans mon esprit d'enfant, mais je sais qu'il y a eu au moins à 2 occasions une peur animale, une peur viscérale, peur des coups, peur irraisonnée, mais probablement justifiée. Et comment circulait l'information? Comment vous étiez au courant qu'il y avait un danger? Ah, ça se transmettait de communauté en communauté. Comment savait-on les choses? On venait annoncer, il va y avoir peut-être y avait-il des Polonais qui avisaient la communauté, mais on savait, à la synagogue, mon père allait le matin, il revenait, il paraît qu'on annonce que il faut s'enfermer parce qu'aujourd'hui ça va chauffer. Et quand ils sont partis, beaucoup de gens partaient à la même époque? Non, c'est... Vous avez l'information. Je suppose que ça se faisait de cette façon. Donc tu disais, alors vous avez, pour revenir à il n'y a pas d'autres souvenirs d'antisémitisme? Non, la peur était constante, l'angoisse était constante, on se sentait pas en sécurité. Et tu disais que donc tout le monde n'est pas parti en même temps? Non, nous sommes partis parce que, appelés par décision familiale et appelés par Eliash, et mon père pensait pouvoir faire la même carrière à Bruxelles, de Kazan. Il y avait des possibilités, on en parlait, et de toute façon, on savait qu'on avait une base où aboutir, et le reste viendrait de soi. On allait commencer une nouvelle vie. Si maintenant on va voir à Stavichine, on verra sans doute s'il y a des choses qui restent, la naissance de votre génération, mais étant donné que grand-mère venait de Somim et grand-père de Moshe, c'est plutôt là qu'il faut aller pour voir des tombes ou des choses comme ça. On ne trouvera pas de s'il reste quelque chose, à Stavichine, peut-être la tombe de Anita. La petite fille. La petite fille. Oui. Qui se trouvait entre qui et qui? Oh, je ne sais pas où je suis, entre mes sœurs. Oui. Enfin, tante Anna la connaissait bien. Oui. Les autres semblaient également la connaître peut-être un peu moins, donc elle devait être dans les dernières, peut-être avant ton père, je ne sais pas. Donc, c'était une des... Elle doit avoir une tombe probablement là. Oui. Pour le reste, je ne crois pas qu'on ait eu de la famille, c'est-à-dire des parents, je ne crois pas. Donc il faudrait plutôt aller là-bas en Lituanie. Ah oui, mais alors, il faut trouver des Dvorzhetsky, des Urinovsky, et d'autres noms qu'on trouve sur l'arbre là. Ouais. Il ne faut pas chercher des Zalutkovsky. Non. Du moins, je ne pense pas. Ah oui. Bon, alors donc, ça te dirait de faire un périple? Pourquoi pas. Donc, on en est donc au départ, et tu disais que vous avez pris, donc, on t'a réveillé la nuit, et vous avez pris le train, et tu te rappelles quand... Et le train, c'était une aventure extraordinaire, parce que c'était pas le train d'aujourd'hui. Il a fallu changer aussi à la frontière. Et puis... La frontière polonaise? Oui. Ouais. Et un des souvenirs les plus poignants que je conserve, c'est mon père hurlant dans la nuit sur lequel la gare Packenträger, ist keiner Warmung da. Porteur, il n'y avait pas de porteur, au milieu de la nuit évidemment. Alors on n'a pas pitié. Il y avait mon père avec des filles. Moi, on m'avait laissé dans le train, on a failli d'ailleurs m'oublier, c'est-à-dire me perdre. J'étais tellement petit qu'on me voyait à peine à travers la vitre, on avait juste le bout de la chapka, le train aurait pu partir avec moi pour Dieu sait quelle destination. Et alors personne pour porter, on avait d'énormes bagages. D'où tu vas, de Bruxelles ça ou de... Non, de Stavish, de Kalisz. Mais quand tu demandais porteur, c'était à Kalisz même? Non, c'était à Zbonchin. Ah. C'est-à-dire à la frontière polonaise. Quand il a fallu changer de train. Changer de train, on voyageait dans des trains bestiaux.
comment tu dis, Bonchine. Zbonchine. Oui. Donc là, vous allez descendre du train et Oui, prendre un autre train. et prendre un autre train. Et maintenant, ça se dit comme ça, descendre du train, on descend à Bruxelles, on change de quai et on part pour Ostende. C'était pas du tout ça, c'était un drame, c'était toute une aventure. Au milieu de la nuit, trouver un train, personne pour renseigner, personne pour donner un coup de main. En plus de ça, probablement un amour des Juifs extraordinaire chez les Polonais. Et ce vieux Juif à barbe avec ces émigrants, ces mâles, ces pernes, c'est tout ça, ça devait être... Et ça, je me souviens, Parkenträger ist keiner Barmung da. C'est en allemand ou en yiddish? En allemand, il arrangeait ça, le yiddish en allemand. Oui. Il parlait l'allemand, lui? Non, le yiddish et l'allemand, c'est ouais. frères germains. Ah, oui. Et donc vous avez vous avez pris tout, quoi, tout ce qui est transportable, c'est-à-dire la literie. Très important la literie. Quand ton oncle et ta tante sont arrivés chez nous, ils étaient encombrés de literie. Nous, on ne comprenait plus, on avait déjà oublié ce système, mais pour eux, c'était vital. On ne partait pas sans literie. À l'époque, quand on émigrait, c'était aussi important d'amener la literie que l'argenterie. Et est-ce qu'il y a eu une soirée d'adieu à Stavichine même? Tu te rappelles celle dont je te parlais? Non, à Ah. Stavichine avec les copines, mes soeurs avec les copines. Et à Kalisz, c'était chez l'oncle. On peut appeler ça une veillée, quoi. C'était pas une soirée d'adieu. Enfin, soirée d'adieu, veillée, c'était la même chose. Donc vous êtes à la frontière et ils viennent te chercher dans le train. Et on a changé de train. Je me souviens qu'on était parqués dans des trucs à bestiaux, vraiment. S'il y a 4 ou 5 classes, ça devait être la 6e classe. C'était ignoble. Et puis de là, je garde le souvenir de l'arrivée dans un hôtel, dans une chambre d'hôtel à Aix-la-Chapelle, Aachen, sur la frontière belgo-allemande. Et là, je me souviens donc de l'arrivée de mon grand frère Elias, le chef de la famille, et il y avait pour moi une double plaque de Codor que je vois encore de mes yeux, et une ou deux, peut-être plusieurs oranges. Donc qui a fait ce voyage? Il y avait donc tes parents, mon père. Tes parents, je dis. Non, et ma mère était déjà à Bruxelles. Ah oui, ton père, oui. Mon père, oui. tante Anna, tante Jenny, tante Fanny, Maurice et moi. Et Sonia était déjà tante. Sonia et ton père étaient déjà là. D'accord. Et ça veut dire que pendant quelques jours, vous êtes restés seuls, les enfants sont restés seuls pendant ce temps. Ah oui, oui. On est resté toute une période seul avec un grand sac d'oignons. On a mangé toute la journée des oignons. Comme il n'y avait pas de matière grasse, on les faisait sauter comme ça, à sec dans la poêle. C'était ça. On ne mangeait que ça. Mais avec ça, Pendant quoi? Des jours et des jours? un immense sac d'oignons. Et le reste, ce qu'on pouvait trouver, c'est que mes soeurs pouvaient trouver sur place, mais autant dire rien du tout. Tu te rappelles d'avoir eu faim? Vraiment faim? Ah oui, constamment. J'ai rappelé un souvenir à ma mère, elle n'a pas voulu croire, elle n'a pas voulu accepter, que je suis rentré à un certain moment de la journée, il y avait un pain sur le haut de l'armoire, j'ai dit je voudrais un morceau, elle a dit non, c'est pas encore l'heure du repas. Elle a dit c'est pas possible qu'une telle chose se soit passée. Et moi j'ai un souvenir très précis. Faim, on avait tout le temps faim. Il n'y avait même pas de pain. Et pourquoi tu n'as pas accepté ça? Parce qu'elle se rendait compte que c'était... Peut-être ne se souvenait-elle pas, et de toute façon, c'était humiliant, c'était un vrai sort. Tu comprends la dignité qu'il fallait montrer à l'extérieur. Elle a fini par se persuader qu'elle était justifiée. On ne prend pas chez autrui, on a tout ce qu'il faut à la maison. Et oser penser ou dire qu'il n'y avait pas de pain, c'était impensable, elle n'acceptait pas, elle n'a pas voulu accepter.
D'accord. Alors donc on en était à la nuit. Tu as ton synopsis. Oui, à la nuit, non, à la nuit d'Aix-la-Chapelle. Alors là, je me rappelle seulement de la journée, la nuit, je ne me rappelle pas. Oui. Elias est venu nous chercher, probablement. Nous sommes partis pour Bruxelles et nous avons débarqué au 75 boulevard du Midi. En bas, c'était une brasserie. Au premier étage, le magasin d'Elias. Et au deuxième étage, ce que nous avons su par la suite, la tante de tante Josette. Le monde est petit, hein? Et elle, quand elle a vu débarquer les émigrants, ça l'a épouvantée. Et des années plus tard, j'ai appris qu'elle disait, ces gens qui regardent dans la boîte à lettres un dimanche, ça l'avait frappé qu'on osait regarder dans la boîte à lettres un dimanche s'il y a du courrier. Vous êtes arrivé et on était donc attendus par tante Sonia et ton père et ma mère naturellement. Donc pendant quelques années, oncle Elias, il était déjà marié à ce moment-là? Non, pas du tout, il est resté longtemps célibataire. Il avait donc son magasin, il avait carrément un magasin. Il avait un magasin, mais à l'étage, des trucs de mercerie. Comme il n'était pas un très bon commerçant, c'est-à-dire il ne savait pas y faire pour profiter. Les autres sautaient sur des occasions, et lui il attendait que le train passe et puis il prenait le train suivant, les occasions étaient déjà passées. Toute sa vie, il a fait ce genre de commerce en porte-à-faux, avec retard. On disait, des toiles cirées, ça marche en ce moment. Il attendait que ça ne marche plus, il courait acheter des stocks de toiles cirées, des trucs comme ça. Mais enfin, il s'est quand même débrouillé pour faire vivre la famille. Il ne faut pas oublier que c'est lui qui faisait vivre toute la famille, lui seul. Après, ton père a travaillé et tante Sonia l'aidait au magasin. Je ne crois pas qu'elle ait travaillé à l'extérieur. Tante Sonia aidait qui, oncle Elias? Elle aidait oncle Elias dans son commerce. Oui. Et comme on ne pouvait pas vivre là, alors on a trouvé un appartement au coin de la rue des Tanneurs et du boulevard du Midi. Tu connais ça, il y a une pâtisserie en bas. Oui. Nous au 5e étage. Et tu sais que chez nous, ou peut-être 4e étage, en tout cas il y avait 5 pièces, 4 pièces, et le 5e c'était un WC. Et c'est depuis lors, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le savoir, on disait je vais au 5e. Tu n'as jamais entendu ça? Non. Irkeinfilf. Et c'est resté quand on a déménagé, quand on a des années, où vas-tu? Je vais au 5e. Parce que le 5e monter pour aller où? Non. Il y avait 4 pièces, 4 chambres, oui. et le 5e c'était le WC. Et quand on voulait dire je vais au WC, on ne disait pas le WC, évidemment, ça ne se faisait pas. Où vas-tu? Irkeinfilf. Je vais au 5e. Ça c'était une anecdote que je croyais que tu connaissais, tout le monde la connaît. Je suis sûr qu'Elie doit la connaître. Et là donc, vous avez déménagé. Et c'est là que Maurice a fait sa bar mitzvah. Et je me rappelle, on a fait des... Comment appelle-t-on ça? De machin de chocolat, Allez. Des languettes? Non, pas de languettes, fourrés de... Des éclairs. On a fait des tonnes d'éclairs et on les a portés en bas chez le pâtissier qui était en bas pour qu'ils mettent au four. Et la bar mitzvah était était en haut, c'est-à-dire à la synagogue et puis là-haut. Et l'adresse était rue des Tanneurs, c'est ça l'adresse? Rue des Tanneurs. Au coin de la rue des Tanneurs et du boulevard du Midi. Il y a le 75, la brasserie où on avait le magasin, puis il y a une rue, je ne sais plus comment ça s'appelle, puis il y a la grande école, Jean Bulle, je ne sais pas toute Bulle, et puis il y a la rue des Tanneurs et au coin. Et alors, comment ça s'est fait? Et une chose dont je me souviens, en arrivant, on est arrivé donc en taxi. On devait venir, je suppose,
de la gare du Nord, puisqu'on est passé par la porte de Halle. Et quand j'ai vu dans l'obscurité du soir le musée de la porte de Halle, ça m'a semblé quelque chose de gigantesque. Je garde le souvenir dans la mémoire. Il n'y a rien de plus grand que la porte de Halle, le musée de la porte de Halle. Après, il y avait plus grand, il y avait le palais de justice, qui est quelque chose immense. Ça ne m'a rien fait à côté de cette impression du musée de la porte de Halle. Mais pourquoi vous ne pourriez, tu dis, vous m'habillez vers le magasin, donc vous n'avez jamais logé là. On a dû passer une nuit, oui, au moins une nuit, peut-être davantage. Mais il fallait vite, on était trop nombreux. Donc Léa avait donc trouvé cet appartement pour vous. Oui. Qui logeait dans cet appartement? Tout le monde? Tout le monde. Tous les enfants? Là, je m'avance peut-être. Peut-être tous ceux qui sont arrivés, c'est-à-dire peut-être que ton père est resté avec tante Sonia et Eliash là-bas. Il s'était organisé certainement pour dormir. Mais tous les autres ont été rue des Tannins. Alors, comment vous les installez? On t'a cherché une école? Alors, la première des choses, c'était évidemment une école pour moi, l'école Charles Bull, c'est quoi ça s'appelle. Oui. Et je ne connaissais rien, ni un mot de français, ni la moindre opération de calcul, rien. J'avais quel âge? Comme j'avais 9 ans, on ne pouvait pas me mettre en première, on m'a mis en deuxième. Et là, tu t'imagines comme j'ai dû végéter et ramer pour... Je peux considérer que je suis un miracle. Parti de rien, tu me diras arrivé de le faire. Mais ça c'est du Pierre Dac. Mais comment ai-je pu commencer? Je n'arrive pas encore à réaliser comment j'ai appris à parler, comment j'ai appris à tout ce qu'on me demandait, à écrire, à calculer, avec des professeurs qui ne s'intéressaient pas du tout à moi. Ils faisaient leur boulot avec leurs élèves et le petit polonais qui se démerde. Et Maurice était dans la même situation? Mais pas dans ma classe. Maurice, je ne sais pas où juste. Il a dû être dans une classe ou deux plus avancée. Et puis il y a eu, et pendant toutes mes études, c'est ça qui m'a tué, c'était l'absentéisme. Le vendredi à 3 heures, il fallait quitter l'école. Les autres continuaient. Le samedi, venait pas, les autres continuaient. J'arrivais le lundi, je ne savais rien. Alors je souffrais pendant lundi, mardi, mercredi, jeudi. Vendredi à 3 heures, je quittais. Et puis arrivait tout à coup Rosh Hashanah. Alors vendredi soir était Shabbat, samedi Shabbat, dimanche soir Rosh Hashanah, pas d'équipe, on commençait, lundi j'allais pas à l'école, mardi j'allais pas à l'école, mercredi, jeudi, vendredi soir je quittais l'école, samedi je venais pas, dimanche Yom Kippour, et puis Sukkot, et puis Simchat Torah, je revenais un mois après, avec tout l'amour que les Belges pouvaient éprouver pour le petit Polonais sale et mal dégrossi, et il fallait repartir de zéro. Alors j'ai acquis une aversion, là on peut dire une aversion de l'école. J'ai haï l'école, et ça a été comme ça pendant toutes mes études, parce qu'il n'y a pas eu de différence. Quand je suis entré à l'Athénée, c'était pareil. Le vendredi à 3 heures, j'ai quitté l'Athénée. Alors, Isaac, où allez-vous encore? C'est Abraham qui vous appelle? Professeur, oui, qui m'aimait tant. C'est Abraham qui vous appelle? Oui. Et quand je rentrais lundi, alors Isaac, on a bien prié, etc., etc. Et tous en restaurant. Alors, venez au tableau. Venez au tableau, tu t'imagines? Et tu portais une kippa, non? Non, pas non. Et quels étaient tes parents quand tu rentrais et que tu racontais ça? Que veux-tu que je dise? Il n'était même pas question d'en parler. Mais ça veut dire aussi qu'il n'y avait pas d'autre école, il n'y avait pas d'école juive? Ah, il n'y avait pas d'école juive. Il y avait un Cheder, oui. J'ai été au Cheder. Et ça, c'est pour la poursuite des études hébraïques. Ouais. Et c'était où le Cheder? Cheder était
Le dernier dont je me souviens, rue avenue Clémenceau. Mais je crois qu'il y en a eu un autre avant, mais le dernier dont je me souviens, avenue Clémenceau. Est-ce que tu te rappelles de la bar mitzvah de mon père? Ah non, Ça ça pouvait pas, c'était en sa origine. Bah non. Donc la première bar mitzvah Il y a familiale. quand même 10 ans de différence. 9. Lily en 7. Ah, En 8. En 8. oui. Officieusement. Non, il m'a dit qu'il a le même âge que Cholet avait plus de 9 ans de différence. Alors pourquoi est-ce qu'on a reculé son âge? Pourquoi est-ce qu'on aurait diminué son âge? Pas d'intérêt. On a... Pourquoi est-ce qu'on l'a rendu? Je comprends qu'on rend les filles plus jeunes, mais pourquoi les garçons plus jeunes? Alors là, je sais pas. Là, je sais pas pourquoi. Donc, Ce que je sais pas, je peux pas dire. Non, non. Hein. Je peux pas inventer. Donc tu disais, donc toi tu te rappelles de l'école, et que faisaient les autres membres de la famille quand ils sont arrivés? Il n'y en a plus personne à l'école, sauf probablement Maurice, mais je n'en garde pas de souvenir. Les autres, eh bien, rien du tout. Et ils se sont fait des amis rapidement? Vous avez été... Rapidement, ça m'étonnerait, mais au bout d'un certain nombre d'années, oui, il y avait le machin sioniste où elles allaient. Il y avait des moments de découragement ou bien Chez qui? dans la famille? Je sais pas. J'étais l'inconnu dans la maison. Quand tu étais assez libre alors Ah, j'étais libre, oui, sauf pas libre de tout, de faire ce que je voulais. Il fallait obéir à la religion, aux préceptes, à tous les... Mais pendant la journée, vous allez à l'école? J'allais à l'école, puis je rentrais. Personne ne regardait si tu rentrais à la bonne heure ou... Ah ben, il n'était pas question de ne pas rentrer. Tu sais, j'étais un petit garçon sage. Mon frère Maurice se faisait battre, mais moi je n'osais rien faire, je n'osais pas sortir du droit chemin. Et à ce moment-là, donc, ton père a trouvé cet emploi de Khazan directement ou pas? Il a végété, c'est-à-dire il croyait qu'il y avait un poste, puis il n'y avait pas de poste, puis il y a eu la concurrence, il y avait un autre qui postulait, il y avait Kubovitsky qui postulait, et finalement il ne l'a pas eu, mais il faisait des offices de Yamim Noraim, comme moi j'ai fait par la suite en France. Avant d'être Khazan, j'ai fait des offices de fête. Et lui, il a fait ça plusieurs fois à Bruxelles, à Schaerbeek notamment. Où ça? Il y avait une choule à Schaerbeek. Donc, ça veut dire qu'il était Khazan uniquement pour les fêtes, c'est ça? Oui, puisqu'il n'y avait pas de poste à pourvoir. Et alors, il s'est occupé de fournir pour Pessah à la communauté, tous ceux qui voulaient, des matzot, du vin, des épices, enfin tout ce qu'il faut pour Pessah. Lui, il achetait ça en gros, et ça c'était déjà quand on était rue Bisset. Il y avait beaucoup de place rue Bisset, et on entassait là-dedans des tonnes de matzot, du vin, de tout ce qu'il faut pour Pessah. Et la veille de Pessah, on louait un camion, et Maurice et moi, on livrait. On établissait une liste de clients, et nous livrions à toute la clientèle. Les camions avec chauffeur alors? J'ai pas compris. Comment vous livriez? Un camion. On avait un camion. Il y avait donc on louait un camion avec un chauffeur, on lui donnait la liste de tout, il s'arrêtait, on prenait les paquets, on livrait, et on se faisait des pourboires. Ce qui n'était pas négligeable parce que l'argent de poche, inutile de te dire que je ne savais pas ce que c'est. C'était à quel âge ce que tu racontes? Ce que je raconte, eh ben, comment, au-delà de 13-14 ans, je pense. 14, 15, je ne sais pas au juste jusqu'à quand. On a fait ça plusieurs années. Et tes sœurs, qu'est-ce qu'elles faisaient?
Rien, rien, enfin, s'occupait dans le ménage. Et ta mère et ton père, donc ton père faisait ça, et ta Bon, mère? ma mère, tu trouves qu'elle n'avait pas assez à faire avec tant de bouches à nourrir. Ah ouais. Et Je tout sais que ça, j'allais avec elle, il y avait à l'abattoir de Kurgem, tout en haut là, il y avait des marchands qui vendaient des, des tas de produits de deuxième choix. Parce que là encore, il fallait qu'elle travaille à l'économie. On achetait des tas de colis de légumes et de fruits, je transportais ça avec elle. Là, elle voyait encore. oui, ça, j'ai demandé. Là, elle voyait encore. Et puis, elle voyait encore pour aller m'acheter un costume. Il y avait une des autres rues de la rue des Tanneurs, là, un petit magasin de vêtements. Et je me souviens qu'elle est allée avec moi m'acheter un costume pour les fêtes. C'était une femme souriante, gentille, ou plutôt dure? Pas souriante, non. Tu sais, 10 maternités, 9 maternités, le travail, le souci et la pauvreté, ça ne rend pas souriant. On ne peut pas dire que j'ai beaucoup vu ma mère rire. Et ton père? De temps en temps, quand il y avait un mot d'esprit, quand il y avait une blague. C'était un homme qui aimait l'humour. Ah oui, mais l'humour, le vrai humour, l'humour au second degré. Tu te rappelles des choses Il ne fallait pas de la tarte à la crème. Tu te rappelles de choses que lui racontait, Non, l'humour? non. Mais tu le vois sourire, tu le Ah vois oui. apprécier. Oui, d'ailleurs, à ces occasions-là, ma mère aussi. Mais on ne peut pas appeler... C'était une vieille femme. J'ai connu des vieux parents. Tu sais, chez nous, il nous manque une génération. Je t'ai déjà raconté ça. Moi, je suis de la génération de Koenigsmann dont tu as vu la photo. Son père, normalement, devrait être de la génération de mon père. Non, c'est son grand-père qui était de la génération de mon père. Donc, il y a un flottement, il manque une génération. Ce qui fait que j'avais des parents vieux, lui, il avait des parents jeunes, moi, j'avais des parents vieux. Je n'ai jamais connu mon père autrement qu'avec une barbe blanche, et ma mère avec un scheitel rabougri et replié sur elle. Mais donc, on ne peut pas parler de gaieté, de joie, de plaisir de vivre, ça n'existait pas. Les chants, les éclats de rire, tout ça, c'est maintenant que ça se passe comme ça entre enfants et parents. C'était pas ça du tout. Et comment vous passiez vos soirées? Passer les soirées. On joue aux cartes? Ah non. Les cartes, ça a été introduit par la suite, par les tante Fanny, tante Sonia. On ne jouait pas aux cartes. Tu sais, les loisirs, je ne me souviens pas beaucoup qu'il y ait eu des loisirs. On bavardait, on parlait, mon père lisait le journal qu'on lui apportait. Il y a le Forward qui venait d'Amérique. C'est là-dedans qu'on a vu la photo de Miss Detroit, la fille d'Elisa Lutkowski. Et sinon, je pense qu'il y avait un journal, un quotidien qu'on lui prêtait, qu'on lui apportait. Peut-être était-il abonné aussi, je ne sais pas. Peut-être qu'Eliash l'a abonné à ça. Et qui s'occupait de ton éducation, de tes études? Personne. Très tôt, j'ai cherché à entrer à la Shomer HaTzaïr. J'étais trop jeune, on ne voulait pas de moi. D'abord, il y avait un club de football qui s'est formé avant la Shomer HaTzaïr. Alors là, j'étais encore faible, petit, malingre. On me laissait taper dans le ballon, mais je ne pesais pas lourd. Et puis après, il s'est formé la Shomer HaTzaïr. Alors, c'était de la génération de Maurice. Moi, j'étais trop petit. Et puis quand ils ont décidé de créer une section des Kfirim, les petits, alors là, je suis entré dedans. Et à ce moment-là, ça, c'était toute ma vie, la Shomer HaTzaïr. La Shomer HaTzaïr, c'était quand même communiste à l'époque, par rapport à tes parents. Pas pour moi, par rapport à mes parents, oui. Il y a eu des manifestes, il y a des parents comme mon père qui se sont réunis et on disait les filles se mélangent avec les garçons, elles portent des shorts, des vergondés. Ton père pensait ça?
son père? Je ne sais pas ce qu'il pensait, mais Il a même fait des remarques à ce propos, il t'a même empêché d'y aller. il empêchait non, mais il n'était pas chaud, surtout le premier Mahané. Il a fallu qu'Elias intervienne pour que je puisse y aller. Il n'était pas chaud. Puis garçons et filles ensemble, et dans Dieu sait quel sinistre bobinaire, là, il doit savoir ce qui se passe là. Ça a été très dur, nous avons essuyé les plâtres pour ça, hein. Maintenant c'est facile. Tu sais qu'il y a eu les 70 ans de la chimère à Caïr, à Bruxelles, il y a eu une grande fête. Non. Toutes les générations qui étaient réunies, les Pour photos, pour les 70 ans de la chimère à Caïr. Quand ça fait maintenant? Oui, il y a 2-3 mois. Ah bon? Eh bien, vous avez fêté presque mon retour à Genève. Je n'étais pas dans les premiers, mais j'étais quand même dans le deuxième bataillon. Et donc... Alors c'est devenu... mais il y avait les bains-vols d'ailleurs, ils étaient là. Hein? Les bains-vols étaient là. Les bains-vols. Non, Non, ils étaient là à la il était fête. plus jeune, il était plus Oui, jeune. ils étaient là à la fête. Ah, à la fête, ils étaient là. Ben écoute, c'est bien le moins. Ils étaient dans les premiers. Et lui et Kélixman aussi, sûrement, non? Je n'ai pas vu. Donc, qui était là? Parce que ça a eu lieu où? À Bruxelles, au centre. Non, mais au centre communautaire, il y avait... Dans le centre culturel du club. Il y avait foule, non? Oui, oui. Oh. Mais... Il y avait Cheikh, comment il s'appelle? Joseph... Super. Hein? Super. Super, ah ouais. Eh bien, tu le connaissais, toi, Joseph Super? Ben oui, il était avec moi à ce moment-là. C'est la même génération que toi? Oui, oui, oui. Je ne savais pas du tout ça. Pourquoi? Il est plus jeune, il est plus vieux? Qu'est-ce qu'il Non, est? c'est pas ça. J'étais maintenant mère, quoi, de... C'est Ena Foresh. Ena Foresh. Il y a tous les menalim, tous mes chefs sont là-bas. C'est là que tu es retourné maintenant quand tu es J'en ai vu 3 au moins, j'ai vu deux gars et une fille. Et donc tu disais que qui était encore de tout ça? Donc Joseph Super. Ah, il y avait Emile Koenigsmann, il y avait sa sœur Anna Beinvoll, il y avait... Oh, mais tu les connais pas, ça sert à rien. Si, Hein? si. Ben, il y avait Esther, comment s'appelait-elle? Hollander. Maintenant, elle s'appelle autrement, puisqu'elle est déjà grand-mère. Il y avait Strauss, Maurice Strauss. Il y avait... oh là, comment s'appelait-il? Gritz-Handler. Je ne me souviens pas de tous les noms. Il y avait un frère et une sœur dont je me demande si c'est pas la fille ou la descendante qui est devenue une très grande pianiste, Chojnacka. Chojnacka, elle donne des concerts partout. Et j'avais un garçon et une fille qui s'appelait Chojnacka. Et donc, tu disais, le moment pour moi c'était tout au monde. Ah, c'est devenu ma seconde famille. C'est là que je passais tout mon temps, tous mes loisirs. À la maison, il y avait les deux vieux, il n'y avait rien pour moi. Alors j'ai investi là-dedans. Et tu étais dans Mahané, tu pensais... Oui, Mahané... Tu étais sioniste, tu pensais dans Israël? Je pensais que c'était la finalité. Mais je me posais des questions, je me demandais comment j'aurais le courage de quitter mes parents, de quitter... Et c'est d'ailleurs ça qui a été l'arrêt de la chose, puisque je voyais que ce serait inutile, je ne ferais pas mon akshara. Tu n'as pas fait l'Akshara, tu n'as pas fait ton alia. L'Alia, et je n'ai donc pas fait l'Akshara en vue de l'Alia. Mais tu as fait l'Akshara. Je n'ai pas fait l'Akshara. C'était pas la peine, je savais que je n'irais pas. Tu avais montré que tu m'avais montré hier une photo De où tu apprenais un métier pour... Oui, parce que toujours dans cet objectif-là, on m'a dit, si tu veux aller en Israël, si tu veux faire une akshara, il faut commencer par avoir un métier. Tu ne vas pas aller là-bas pour être un je sais pas quoi. Et donc, alors, que pouvait être un métier pour un gars comme moi? Je croyais que c'était l'électricité. Peut-être aussi l'exemple de ton père. Et comment, tu as fait, au niveau études, tu as terminé Charles Bull, ça, je sais pas quoi? Oui, puis j'ai été à l'école rue de Kurgem. J'ai achevé ça, l'école primaire, je l'ai achevé à Anderlecht, puisqu'on habitait à ce moment rue Bisset. Et puis je suis passé à l'Athénée de Bruxelles, à l'Athénée royale de Bruxelles. Et là, tu étais avec des enfants de ton âge, ou toujours plus jeunes? Ah oui, avec Koenigsmann.
Vous étiez ensemble en classe Ah aussi? oui, ah oui. C'était ton meilleur copain alors? C'était un de mes meilleurs copains, certainement. Lui, c'était vraiment le copain d'enfance, c'est-à-dire on allait ensemble aller à la choule rue de l'Anglantier, et lui, il a fait sa bar mitzvah avant moi, et il a lu toute la parcha. Alors ça a chatouillé mon père, et j'étais obligé d'apprendre toute la parcha pour ma bar mitzvah, moi. C'est lui qui a donné le premier l'exemple. Et puis j'allais chez lui très souvent, j'étais tout le temps fourré chez lui. On s'appelait rue Sergent de Breuil, ça existe ça, hein? Hein? 50 ans après, 60 ans après. Et donc, tu as fait toute ton année, cette année, Non, jusqu'en deuxième. Non sans souffrance atroce. Tu imagines, aimant comme j'aimais les écoles, les études, dans les conditions où je les pratiquais, tu imagines comment j'ai tenu pour aller jusque-là. Et donc il y avait d'autres enfants juifs dans ta classe, puisqu'il y avait Phoenixman. Oui, oui, pas beaucoup. Et qu'eux ne s'absentaient pas. Phoenixman, je crois, c'est tout. Ils ne s'absentaient pas, comme toi, le vendredi. C'est vrai, je ne suis pas capable de dire si eux ne venaient pas. Étant donné que le père était plus jeune et plus moderne, et que ce n'était pas le grand-père qui régissait la chose, il se peut qu'il continue. Mais pour moi, c'était une souffrance permanente et perpétuelle. Je rentrais le lundi matin en agonie. Quand l'école était obligatoire, qui voulait que tu étudies? D'abord, ça devait être certainement obligatoire. Et puisqu'il était question de ne pas étudier, il fallait que je devienne quelqu'un, je ne sais pas, au moins un docteur, un avocat, un architecte, un ingénieur, ce que je sais, en faisant des études de ce genre. Tes parents avaient ce souhait? Je suppose qu'ils voulaient que je sois un homme cultivé. Je ne sais pas s'ils avaient des ambitions, je dis ça comme ça, mais il fallait quand même faire des études. Et là donc à Bruxelles, vous êtes passé la rue des Tanneurs à la rue Bisset, ça? À la rue Bisset, oui. Et quel numéro, le Bisset? Je crois que c'est le 10. Et qui habitait rue Bisset? Tout le monde de nouveau? Ah, là on avait toute une maison. Une maison royale, en marbre, avec des escaliers en marbre. C'était une maison qui était accolée à une usine, et elle était destinée à être détruite. D'ailleurs, elle a été détruite, et l'usine s'est agrandie à son détriment. Mais c'était quelque chose de royal, hein, avec un sous-sol où Oncle Elias a installé des machines à tisser. À un certain moment, il s'est occupé de tisser. Là aussi, il avait un train de retard. On ne tissait plus, et lui, il a commencé. Et au rez-de-chaussée, c'était une suite royale. Puis il y avait le premier étage, deuxième étage, des annexes habitables. Ça, c'était la maison paradis. Et vous êtes resté combien d'années là? C'est là qu'on a fait les Sdorim, où toute la rue Bisset était dans la rue pour écouter. Ça chantait à pleine voix. Combien d'années on avait? Il y avait beaucoup de juifs dans votre rue? Il y avait d'autres juifs dans la rue? Non. Ah, peut-être si. Il est venu, je ne sais pas s'il était en même temps que nous, mais il est venu plus tard que nous, mais il était en même temps celui Raphaël, qui s'équipait les tombes. Oui, tout à fait. C'est là que je les connais. Et elle a tenu aussi le terre de moi. Donc encore un juif dans ta rue. Encore un juif, oui. Et donc, tu disais... Et cette maison était habitable, et tout le monde y habitait, même Elias. C'est de là qu'Elias est allé à la synagogue pour le jour de son mariage. Donc c'est de là que, pour ainsi dire, tous les mariages se sont faits au départ de là. Donc mon père habitait là aussi. Absolument, et ton père, il logeait avec moi dans la même chambre. Je dois te dire que c'était quelque chose. C'était ton père, hein? Je ne veux pas en dire du mal. Mais il me menait à la baguette, hein? À censurer. Ah, il était dur. Je suppose que
ça ne devait pas lui convenir absolument de ne pas avoir une chambre pour lui tout seul. Et ça ne devait pas l'enchanter de l'avoir avec un snot-neuse. Et quand il frappait, non. Non, jamais. Il t'embêtait. Mais il dressait ses yeux, des yeux durs et... Hein? En avant? Allez marcher droit, hein? Il a beaucoup changé à mon égard par la suite. Rétablissons la vérité. Mais tant que j'étais un gamin... Tu dis aussi que c'est lui qui t'a poussé à faire du violon. Ah oui, il a voulu que je devienne un Yudi Menouche. Il m'a acheté un violon et il a payé des leçons chez un grand violoniste parce qu'un violoniste qui avait ce physique-là ne pouvait être qu'un grand, avec une barbichette et une moustache comme D'Artagnan ou comme Isaïe, c'est très poétique. Mais j'étais désespérément nul, ça m'emmerdait, j'en avais aucune envie, et j'allais contraint et forcé parce que j'avais peur de ton père. Jusqu'au jour où il a dû s'apercevoir qu'il foutait son argent par la fenêtre, il a renoncé, moi aussi. C'était la rue Bisset, Bon débarras. Hein? C'était la rue Bisset. Rue Bisset, oui. J'étais fier, notre bien, d'aller dans la rue avec le violon sur le bras, comme un grand violoniste. Et j'espérais attirer le regard des filles. Mais ça suffisait quand même pas. Il fallait quand même aller chez le prof et ouvrir l'étui, sortir le violon et grincer. C'était pas ma vocation. Alors tu disais que lors du CEDER, toute la rue était en émoi. Ah, le Cédles chez nous était un événement. Ça commençait, je sais pas, peut-être à 8 heures, ça finissait à 1 heure du matin, 2 heures du matin. D'abord, tout le monde, ce qu'on ne fait plus maintenant, le chef de famille fait le kidouche, et ça suffit pour les autres. Là, chaque mâle de plus de 13 ans devait faire kidouche. Or, t'imagines, il y avait donc, on était quatre frères, et il y avait 4 beaux-frères, et mon père, et il arrivait qu'il y ait un invité. Et chacun faisait sa litanie. T'imagines, d'abord, c'était fastidieux. Et puis tous les chants, on ne laissait rien passer. Maintenant, quand je fais un CEDER, par exemple, que vient la cousine Rachel, alors, comme ici on ne peut pas, on a des voisins, on ne peut pas faire de bruit à des heures indues, alors je taille dans le vif un peu. Alors elle, chez mon grand-père, on disait ça, on chantait ça. Quelle Rachel? Rachel, c'est la petite fille de Kubowicki. Ah. C'est la fille de Kubowicki dort à Elbon, à Ustedi, un fils et une fille, et la fille est à Paris, à Neuilly. Oui. Et je ne peux pas l'inviter chaque fois, mais d'ailleurs j'ai arrêté depuis un moment. Mais pendant des années, je l'ai invitée. Et là, elle disait... Elle était à cheval, mais moi je disais, écoute, il y a les voisins. Ici, vraiment, c'est des voisins très emmerdants, on ne peut pas faire de bruit, on ne peut pas jouer du piano, on n'est pas chez nous, quoi. Ça, vous autres capitalistes de la Belgique, vous ne connaissez pas ça, vous êtes libres dans des maisons. Nous, dans des appartements. Bref, passons. Enfin, moi j'ai toujours connu des CEDER dans un appartement. Là-bas, nous avions une grande maison. On s'en fichait un peu de l'opinion des voisins. Et je dois dire que c'était tellement beau que personne n'a jamais songé à se plaindre. Les gens vous faisaient des compliments, les gens... Ils étaient là, admiratifs dans la rue, et jusqu'à des heures indues, la nuit, ils écoutaient. Dans la rue, carrément? Dans la rue. C'est une petite rue, la rue Bisset. Hein. Oui, oui. C'est pas la grande artère. Hein. D'ailleurs, tu passeras si tu veux, ça donne dans la rue de la clinique. Les gens étaient dehors. Les gens étaient dehors, admiratifs, et je te dis, il n'y a jamais eu de plainte. Et tu parlais des 4 beaux-frères, mais ça c'est déjà donc plus tard. C'est plus tard, oui. Donc le premier qui s'est marié, c'est Oncle H. Oui, tu te rappelles?